Je pense que notre premier parti pris, il est dans notre posture. On se définit souvent comme le sparring partner. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'on va être en posture qu'on appelle en posture pair à pair. Donc une posture vraie, authentique, mais challengeante. Comme tu l'es avec tes amis. Tu penses que ton pote, il est en train de faire une connerie. Bah, tu vas le voir, tu vas lui dire, écoute, je t'aime fort, mais là, t'es en train de faire une connerie, quoi. Et je pense aussi ce qui peut impacter ton choix de qui j'implique quand, à quel point je délègue cette décision ou à quel point je la garde à un niveau direction. Ça peut être aussi, par exemple, à quel point cette décision, c'est quelque chose sur lequel on peut revenir facilement ou pas. Moi, mon rôle, encore une fois, c'est de l'aider à prendre ces bonnes décisions-là. Et je préfère, même si j'avais un avis, qu'il prenne... ils, elles au pluriel, qu'ils prennent la mauvaise décision, mais qu'ils soient tous d'accord pour la prendre, et que du coup ils soient plus agiles pour remarquer « Ah non, en fait, on s'est planté ». Mais du coup, on apprend et on change de décision. Plutôt que moi, j'ai la bonne décision, que je leur dis « Ah, tu devrais faire ça ». Qu'ils obéissent, mais qu'ils sachent pas vraiment pourquoi. Hello, c'est François. Bienvenue sur Pourquoi, le podcast où je plonge au cœur des décisions qui façonnent nos vies professionnelles. Laissez-moi vous poser une question. Vous êtes-vous déjà retrouvé face à cet instant où tout peut basculer ? Cette fraction de seconde où un simple choix pourrait non seulement redessiner vos vies professionnelles, mais aussi vous aider à mieux travailler, créer, avancer avec efficacité. Moi, oui. Et c'est exactement ce que je propose d'explorer ici. Dans chaque épisode, avec des invités, entrepreneurs, artistes, penseurs, j'essaye de lever le voile sur les mystères de nos choix. Pourquoi prenons-nous certaines décisions et pas d'autres ? Comment ces décisions influencent-elles notre capacité à gérer le temps et nos priorités ? Et surtout, comment pouvons-nous les utiliser pour booster notre productivité et avancer vers nos objectifs ? Avec mes invités, je décrypte non seulement leur motivation profonde, mais aussi leur stratégie concrète pour faire des choix. Mon objectif ? Vous aider à réfléchir différemment et à trouver vos propres clés pour une meilleure prise de décision. Alors, prêt à plonger avec moi dans cette incroyable aventure ? Hop, et on est bon. C'est bien silencieux en plus, hein ? C'est top. C'est bien choisi. Ça fait longtemps que vous êtes ici ? Depuis son ouverture en 2020, janvier 2020. Ok. C'est vrai que ça... C'est un beau bâtiment. Bon bah, allez, on est parti. Et bah Florence, merci de m'accueillir dans tes bureaux, enfin dans vos bureaux, et bienvenue sur le podcast Pourquoi ? Merci, avec plaisir. C'est une discussion que j'ai beaucoup appréhendée et anticipée, parce que j'aime bien expliquer dans le contexte dans lequel, pourquoi on échange et dans quel contexte. Et je dois remercier Yann Priou, qui est de l'entreprise Bout à Bout, dont vous avez un podcast à écouter qui est super, et qui m'a dit, quand je demande toujours, et je te le demanderai en off, mais ça on en reparlera, je demande toujours si tu connais du monde sur la prise de décision, des entrepreneurs intéressants à aller échanger. Et lui, il m'a dit directement telle personne, telle entreprise, telle personne. Donc, et c'est ton nom qui est sorti. Et il m'a dit, il m'a expliqué que, et tu nous expliqueras peut-être ça, que vous l'aviez aidé un peu sur la restructuration, prise de décision, des choses comme ça. Et il m'a dit, là, si tu veux parler de prise de décision, c'est des interlocuteurs. Donc je me dis, chouette. Et donc on s'est contacté et du coup on va parler, mais peut-être avant que j'en dévoile trop, parce que j'ai tendance à beaucoup en dévoiler toujours en début, peut-être je vais te proposer de te présenter. Qui es-tu, Florence ? Moi, c'est Florence, j'ai 32 ans, je vis à Nantes. Là, je reviens d'une expatriation de 4 mois à Berlin. Je pense que je suis quelqu'un... je commence un peu par du perso, ça te va ? Avec plaisir. Je suis quelqu'un d'assez curieux, d'assez enthousiaste, très curieuse de ce que je connais pas, de la différence. Et je pense que ça a été toujours un fil conducteur dans ma vie, dans mes choix pro, perso. Je pense pas être hyper active, mais plein de gens te diront que je suis super active. Ça se voit dans mes différents engagements pro, dans mes activités perso. Je fais du volley, de la danse,
du vélo. De base, j'ai un parcours plutôt scientifique. Je suis ingénieure de formation. Au départ, j'étais partie sur un cursus très physique fondamentale. Je me suis réorientée doucement vers l'ingénierie en sciences des matériaux. Ok. Pour finir finalement par un master spécialisé en management de projet et management d'équipe que j'ai fait avec l'ISEC et Polytechnique. Et tout ça, en fait, au départ, ça m'a amené sur la voie de l'aéronautique, mais que j'ai vite quitté. J'avais 25 ans et là, je me suis dit, j'ai l'impression d'être juste un petit engrenage dans une grosse machine, là où moi, j'aurais plein d'envies, plein d'idées nouvelles, moi, petite newbie, pour faire en sorte que y ait des meilleures collaborations, il y ait un peu plus de sens, il y ait voilà cette émulsion que j'arrivais pas à retrouver dans cette grosse machine-là. Et je me suis dit, en fait, je crois que c'est ce que j'ai envie de faire. Et donc, je suis partie et donc très vite, je me suis posé la question de qu'est-ce que je pourrais faire et sur quoi j'ai envie d'agir. Et très vite, je me suis intéressée à l'entrepreneuriat. Et je crois que j'y allais avec une intention très forte en plus. Je me disais, je pense qu'aujourd'hui, le milieu start-up, et donc on en reviendra avec Flaisonness, mais le milieu start-up a un énorme rôle à jouer dans le fait de challenger un peu le statu quo où c'est les GAFAM qui ont le monopole. Je suis peut-être une utopiste, mais je rêve d'une économie un peu plus redistribuée, avec un peu plus d'équilibre des pouvoirs, etc. Et je pense que les startups, elles ont cette capacité à innover, cette agilité, cette audace aussi, pour le faire. Et donc très vite, je me suis dit, en fait, si je me réoriente, c'est vers ce milieu-là. Et c'est ces gens-là que j'ai envie d'aider. Ok, donc très vite, parce que quand tu parles d'une expérience assez rapide dans l'aéronautique, je crois avoir vu que c'est environ 9 mois. Ouais. Donc c'est vraiment très très court. Et qu'est-ce qui t'a fait décider, parce que c'est vrai que là, alors je pense que c'était plutôt une expérience de salariat. Ouais. Là, tu me parles d'entrepreneuriat. Il y a quand même un pas. C'est quelque chose qui t'a toujours intéressé, l'entrepreneuriat, ou tu n'avais pas trop d'idées, c'était plutôt ton envie qui après t'a amené à l'entrepreneuriat? Comment tu as fait un peu cette bascule? Super question. Je suis pas sûre que quand j'avais 20 ans, je me disais que j'allais être une entrepreneur un jour. Par contre, je crois que j'ai toujours aimé être dans le mouvement, être active, proactive, etc. Et je pense qu'effectivement, c'était plus mon envie qui m'a amenée à ça. Et c'est une forme d'assouvir ces envies-là et ce besoin d'impact, d'utilité. Et d'en plus être libre pour le faire comme j'ai envie de le faire. Et en plus, parce qu'effectivement, en tant que salarié dans ces grosses boîtes aéronautiques, tu te sens très vite pieds et poings liés dans ta petite case, encore plus quand tu es junior, avec très peu de liberté d'action. Et c'est des espèces d'énormes machines sur lesquelles tu n'as aucun levier. Et moi, je pense que j'avais envie de changement. Et donc, je me suis très vite dirigée vers l'entrepreneuriat, des boîtes plus petites, plus agiles. Et avant qu'on en revienne à ta première expérience entrepreneuriale, j'aime bien poser cette question. J'aime bien me poser deux questions. D'ailleurs, que je crois que tu as anticipé. Mais aujourd'hui, quand tu devais définir, qu'est-ce que tu fais dans ta vie professionnelle? Je pense qu'en premier, du coup, je dirais que je suis entrepreneur. Ok. Et ce que je fais concrètement, je fais du coaching en organisation. J'aide des startups, j'aide les fondateurs et les équipes de ces startups-là à se structurer en interne pour réussir des phases de vie qui sont complexes pour elles. Donc souvent, c'est des phases de croissance. Et donc, je les aide à bien s'aligner sur leurs fondamentaux. On va parler de raison d'être, de stratégie, de valeurs, etc. Et derrière, se dire, OK, c'est chouette de s'aligner, mais derrière, comment on fait la mise en œuvre, c'est souvent ce qui est le plus dur. S'aligner, c'est facile finalement. Enfin, c'est facile. C'est pas si facile, mais avoir des belles intentions, c'est toujours le plus facile. Et derrière, se dire, comment je mets ça en œuvre et comment aussi je fais monter des personnes en leadership, en autonomie, comment je fais en sorte qu'elles soient plus engagées.
C'est vraiment ça mon métier aujourd'hui. Voilà. Super. Ah, bien sûr, ça me pose plein de questions, mais que je vais réserver pour l'instant. Deuxième petite question. Quelle est ta dernière décision impactante? Oh! Ma dernière décision impactante, pro ou perso? Le sujet que tu veux. Ben, je pense que naturellement, je vais parler d'une décision perso, Mhm. celle de partir à Berlin. Ok. T'allais poser des questions? Je t'en prie, vas-y. Je voyageais l'été dernier avec mon sac à dos en Italie et là, je croise plein de gens, et dont des Allemands, et hyper ouverts, et je me dis, en fait, on se confronte assez peu souvent à d'autres façons de faire, à d'autres cultures. Et je me suis dit, en fait, là, ça fait 5 ans que je suis revenue à Nantes, que je me suis installée tranquillement dans ma petite vie. Vas-y, je vais refaire un petit saut dans le bain de l'écosystème allemand, parce que je trouve que c'est des personnes extraordinaires. L'Allemagne est souvent sous-cotée. Pour voir comment c'est là-bas. Est-ce que je peux apprendre des choses? Au pire, je vais juste progresser en anglais, en allemand. Au mieux, je vais faire des rencontres super qui vont m'apporter des nouvelles idées, qui vont m'aider à ouais, Et c'est un vrai changement de cadre, enfin d'environnement en fait. carrément. En plus, je voulais une vraie immersion. Je voulais que ce soit sur plusieurs mois pour que ça ait un vrai impact. Et en même temps, ne pas partir trop longtemps. Parce qu'ici, j'ai mes clients, j'ai mes associés, j'ai mes partenaires. Et donc, on s'est mis d'accord sur 4 mois pour que c'est à la fois suffisamment d'impact pour moi personnellement, mais pas trop d'impact sur tout mon entourage. C'était quoi la question de départ, pardon? Ta dernière décision impactante, et je disais juste que c'était effectivement un très grand changement de cadre qui doit donner d'ailleurs Moi, c'est ça que j'aime bien et j'ai pas l'occasion de le faire et tu vois, c'est quelque chose que je regrette un peu dans mon métier, c'est que ça doit te donner aussi une vision différente, ça doit te permettre de te détacher un peu, de changer de cadre, de pays, de gens qui t'entourent, même si, comme tu disais, tu gardes tes associés, enfin, tu es toujours en connexion avec tes associés, tes clients. Mais peut-être, ça est-ce que ça t'a amené une perspective nouvelle sur certaines problématiques ou sur certaines approches métiers ou pas du tout? Peut-être pas autant que je l'imaginais à mon départ. Ouais. Tous les projets qu'on mène ne sont pas voués à de superbes réussites. Et en l'occurrence, j'ai fait beaucoup plus de télétravail que ce que je pensais faire. Je pensais rencontrer plus de monde, baigner plus dans l'écosystème. La vérité, c'est que c'est dur de rentrer dans un écosystème. Et pour le coup, 4 mois, c'était trop court pour ça. Ok. Néanmoins, j'ai très vite été connectée, par exemple, à la French Tech Berlin. Et ça, c'était enrichissant. J'ai fait quelques soirées de networking ou des petits déjeuners où j'ai rencontré des personnes. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que plus que la façon de monter une boîte ou etc., ce qui différait d'un pays à l'autre, c'est vraiment plus ce qui vient toucher à la culture, tu vois. Là où un Français, quand il n'est pas content, il va le dire, pas content, tu vois. Un Américain va jamais le dire. Un Allemand va le dire autrement. Et en fait, c'est pas dit à l'avance. Ouais. Et en fait, si tu le devines pas, tu peux dire, ok, il me fait pas feedback, donc tout se passe bien. En fait, non, peut-être qu'il ose pas parce que c'est pas dans sa culture de le faire. Et c'est ça que je trouvais intéressant. Mmh. Les, mmh, et je pense que ça va être un sujet récurrent dans le podcast, c'est un peu la relation humaine en fait, Carrément. qui est très différent selon les cultures et là c'est un vrai apprentissage. Je vais te poser la question de but en blanc. Je vais revenir un peu sur tes expériences professionnelles, mais pourquoi Fly the Nest? Pourquoi Fly the Nest? Donc Fly the Nest est né en 2015. Fly the Nest va avoir 10 ans en septembre. Bel anniversaire. On va essayer de faire quelque chose de chouette. Pourquoi Fly the Nest? Le rôle de Fly the Nest, c'est d'accompagner des entrepreneurs et des équipes à réussir justement des changements d'échelle. C'est-à-dire à faire en sorte que quand ton organisation croît, ça se passe bien tant pour le projet que pour ton équipe. Et donc ça avait beaucoup de sens pour moi qui cherchais justement à, ce que je te disais quand j'ai quitté l'aéronautique, à aller dans une structure un peu plus petite
qui allait aider des gens à mieux collaborer, à prendre soin les uns des autres, à mettre du sens. Enfin voilà. Et donc ça m'a parlé direct. Et à cette époque-là, donc moi je rencontre Erwan Rosier en 2019. Donc à ce moment-là, ça existe depuis 4 ans à Paris. Ok. Mais ça n'existe pas à Nantes. Et je le croise au détour d'un événement à Nantes, organisé par celui qui sera le 3e associé de Fly the Nest à Nantes, Hugues de Saint-Vincent. Et là, en fait, on se rencontre et c'est le coup de foudre professionnel entre nous. Et il me dit, mais par contre, en fait, on n'existe pas à Nantes. Donc désolé. Et là, je dis, mais je vais pas m'arrêter sur un désolé. Et je lui dis, ok, bah, je vais à Paris. J'ai envie de découvrir ce que c'est que Fly the Nest, ça m'attirait énormément. Et si t'es là, c'est bien pour une raison. Il me dit, oui, en fait, justement, avec Hugues, on est en discussion pour ouvrir Fly the Nest à Nantes. Mm. Moi, j'étais pas du tout prévue dans l'équation au départ. Et en fait, je pense justement par cette audace, cette envie, je les bouscule un peu tous les deux. Il y a cette espèce de coup de cœur qui arrive entre nous trois. Et je vais quelques mois à Paris pour me former à fond. Et en fait, on lance Fly the Nest 4 mois plus tard à Nantes, quoi. Ok. Et c'est d'où, je comprends, et c'est un sujet sur lequel on reviendra, d'où le nombre d'associés, voilà. Parce que, comme enfin, on va le réévoquer, mais j'ai été, avant de lancer l'enregistrement, je t'ai posé quelques questions, et notamment sur le nombre d'associés de Fly the Nest et des structures environnantes, mais on y reviendra parce que c'est un sujet que je voudrais aborder. J'ai remarqué, alors je suis désolé, je vais lire mon écran parce que Vas-y. la citation est un peu longue, mais sur le site, c'est marqué, et ça m'a vraiment interpellé parce que j'ai l'habitude, entre guillemets, des startups, des petites entreprises, des évolutions. J'ai travaillé avec des grands groupes également, enfin, grands groupes plus ou moins gros. Et en fait, quand j'ai lu votre site, je me suis dit, il y a quelque chose qui m'a semblé comme une évidence, mais que je me suis dit, mais c'est une évidence qu'on n'évoque pas assez. Et la citation, je pense que tu la connais, c'est le principal atout de ceux qui réussissent, ce n'est pas l'intelligence supérieure, un cookbook avec toutes les réponses, des investisseurs exceptionnels. Tout cela est utile, mais le vrai secret, c'est la santé de ton organisation. Pas de jeu, peu de jeux de politique, un engagement fort dans la durée et pas de turnover chez les bons. Comment vous êtes arrivé à cette conclusion? Quel est je vais pas dire le message, mais ça m'a l'air de résumer un peu l'esprit de la boîte. Ouais. J'ai envie de dire, et comment on en arrive à cette déduction? C'est marrant que tu lises cette citation-là. On a retravaillé notre branding il y a pas longtemps. Bah, c'est un constat qu'on a fait sur nos 10 premières années d'expérience. Souvent, on s'attend à ce qu'il y ait la solution miracle pour réussir sa start-up, faire un bel exit, la revendre bien cher, et voilà. Il n'y a pas de solution miracle, ça n'existe pas. 2 boîtes qui feront exactement la même chose dans des contextes différents vont pas y arriver pareil. Et effectivement, ça tient pas à « Ah ben j'ai des super invests », parce que même le meilleur des fonds, on peut se planter parfois et investir dans une boîte et ça va pas marcher. Ça ne tient pas à un cookbook parfait, parce qu'un même cookbook va fonctionner avec certaines personnes et pas du tout avec d'autres. Parce qu'en fait, ça va heurter leurs valeurs et en fait, tu vas juste les désengager avec ce cookbook-là. Effectivement, si tu intègres des jeux politiques avec des jeux de pouvoir, etc., ça peut marcher à court terme. Ça marche jamais à long terme. Ok. On le voit avec les actions de Tesla. Et voilà. Et donc, en fait, on en est arrivé à finalement, en fait, si tu veux réussir, aie une vraie attention à la santé de ton orga. Parce qu'en fait, si ça va en interne, ça va aller en externe. Parce qu'en fait, tu pourras pas réussir en externe si à l'intérieur c'est pourri, entre guillemets, quoi. Et donc, faire attention à son orga, effectivement, c'est faire attention aux gens qu'il constitue, faire attention à la façon dont tu poses tes objectifs, dont tu formes les gens, dont tu fidélises les personnes qui incarnent un peu cette substantifique moelle de ton entreprise, qui vont avoir le savoir historique, comment tu intègres des nouveaux avec des compétences peut-être plus aiguisées, mais en faisant attention à ce que ça matche culturellement parlant avec les anciens pour pas qu'ils partent avec tout le savoir.
ce genre de choses. Donc finalement, c'est très orienté autour de l'orga interne et des individus qui composent le collectif. Et ça m'amène à un peu le cœur de votre métier. C'est comment on accompagne des entreprises à faire ces changements, en fait. Parce en fait, comme tu nous l'écris, on entend, enfin moi du coup, moi je l'entends en ligne, et c'est ce que je disais un petit peu plus tôt, on entend humain. Moi j'entends humain, humain, humain. Filigrane, ouais. Au filigrane, et ce qui est très intéressant parce que c'est un peu la confrontation entre une organisation qui peut paraître très déshumanisée de l'entreprise et en fait, tu me corriges bien sûr si j'interprète, enfin mon interprétation n'est pas bonne bien sûr, mais moi là ce que j'entends, mais c'est pas en fait l'organisme, oui bon il existe, mais ce à quoi vous devez prêter attention, c'est à vos collaborateurs, à l'humain. Ouais. Voilà. En entrant, comment il entre, comment il sort, comment il vit et tout ça. Mais je me dis, disons que je suis un futur client, comment on accompagne des dirigeants ou des entrepreneurs ou des directions ou enfin, quelqu'un à faire ça? Je pense que notre premier parti pris, il est dans notre posture. On se définit souvent comme le sparring partner. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va être en posture qu'on appelle en posture pair à pair, donc une posture vraie, authentique, mais challengeante, comme tu l'es avec tes amis. Tu penses que ton pote, il est en train de faire une connerie, bah, tu vas le voir, tu vas lui dire: «Écoute, je t'aime fort, mais là, tu es en train de faire une connerie, quoi». Donc c'est du challenge bienveillant et ça se base autour d'une vraie empathie, mais une vraie exigence en même temps et oser dire les choses. Et je pense que dès le début, dès nos rendez-vous commerciaux, quand on rencontre un prospect, on essaie d'instaurer très vite cette posture-là, cette confiance mutuelle. On essaie aussi d'avoir toujours un regard malgré tout un peu plus business qui va permettre... Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on va plonger aussi dans leurs produits ou dans leurs services. Et on va apporter toujours ce côté très, malgré tout, dynamique, joie, qui est là pour le coup plus apprécié même des équipes qui nous voient comme un vrai partenaire de confiance. En fait, ouais, c'est ça, c'est une espèce de posture de partenaire. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans notre posture, c'est que la majorité des consultants sont vus comme étant à la botte du fondateur. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Nous, on est un peu au milieu. En fait, on aide autant l'entrepreneur que son équipe. En fait, s'il y a un gagnant entre les deux, en fait, les deux sont perdants. Il faut que les deux gagnent. Et donc, c'est avoir cette posture qui aide à la fois le dirigeant et aussi l'équipe. Le dirigeant à aller vers son équipe, l'équipe à suivre le dirigeant. C'est pour ça que je te dis que je fais du coaching d'organisation et pas du consulting. Que jamais me mettre en posture haute de consultante à dire à ta place, je ferai ça. Je vais vraiment être dans une posture de coach, à jouer un peu avec les différentes postures, à donner peut-être des conseils plus sur de la méthodologie, etc. Mais sinon, à être vraiment soit en posture pair à pair très franche et très saine, ou alors en posture très basse à questionner pourquoi tu as envie de les emmener là, comment tu as envie de le faire, et que ça vienne de lui, en fait. Et pareil avec les équipes. Leur demander, toi, comment tu as envie d'évoluer, quelle place tu as envie de prendre demain dans l'orga. Et donc, effectivement, c'est très tourné vers l'humain. Et donc, contrairement aux boîtes qu'on accompagne, qui sont des startups qui visent à scaler, nous, à l'inverse, on est une entreprise qui ne peut pas scaler parce qu'en fait, notre savoir, il est autour des gens qui la composent. Et c'est de l'accompagnement pour t'aider à ça. Et je vais poser volontairement la question comme ce que je pense que vous ne faites pas, mais je veux un peu piquer pour voir. Est-ce que vous influencez les décisions? Ah ouais, excellente question. Je vais pas dire que non. En fait, on a tous des biais cognitifs, des intentions. Et je vais apporter 2 réponses à ça. Je dis souvent que j'ai 2 casquettes. J'ai ma casquette de coach, j'ai ma casquette de Florence, personne qui a un avis et des opinions. Parfois, si j'ai vraiment un avis, je vais le dire: «OK, j'enlève ma casquette là de coach ou de facilitatrice et là, je te donne mon avis en tant que de Florence». Donc si je le fais, je le verbalise, première chose. Et deuxième chose, est-ce qu'on influence?
J'ai perdu ma deuxième idée. Attends, qu'est-ce que je voulais dire? C'est parti. Ça reviendra. Ça reviendra peut-être un peu plus tard. Je vais te poser alors je vais te poser la question qui suivait, que j'avais dans la tête. Et donc, je demandais si vous influencez les décisions, mais quand j'en parlais avec Yann, il me disait que vous l'avez aidé à prendre des décisions. Ouais, en fait, je vais le questionner. En fait, moi, je suis pas. C'était ça la deuxième chose, mais moi, je suis pas. Tu vois, Yann, il travaille dans la filière du Il recyclage du réemploi. réemploi du verre. Donc, ils vont collecter le verre, le nettoyer, c'est ça. Je suis pas du tout experte du sujet. Il est bien mieux placé que moi pour prendre les bonnes décisions. Moi, mon rôle, encore une fois, c'est de l'aider à prendre ces bonnes décisions-là. Et je préfère, même si j'avais un avis, qu'ils prennent, il, elle au pluriel, qu'ils prennent la mauvaise décision, mais qu'ils soient tous d'accord pour la prendre, et que du coup, ils soient plus agiles pour remarquer « Ah non, en fait, on s'est planté ». Mais du coup, on apprend et on change de décision. Plutôt que moi, j'ai la bonne décision, que je leur dis « Ah, tu devrais faire ça ». Qu'ils obéissent, mais qu'ils sachent pas vraiment pourquoi. Et qu'en fait, la fois d'après où je suis pas là pour l'accompagner, ils prennent la mauvaise, parce qu'il n'aura pas appris. Tu vois, donc en fait, tu peux avoir une intention, mais en fait, si tu la communiques... Enfin, du coup, notre croyance, elle est que il faut qu'ils apprennent par eux-mêmes et qu'en fait, qu'ils fassent eux ce qu'eux, ils sentent. Ils sont plus experts que nous sur leur sujet. Ok. Nous, on apporte vraiment la méthodologie, la démarche, la façon de cheminer, de se questionner. On y reviendra sur ce qu'on fait plus concrètement, prendre des décisions, mais mon rôle n'est pas de donner mon avis. C'est justement un peu le sujet que je voulais aborder par la suite, c'est parce que pour expliquer, alors, sur le podcast ils le savent déjà, mais mon rôle aujourd'hui, ma fonction, parce que je suis pas podcasteur professionnel, mais ma casquette à côté, c'est je fais de la MOA, de l'accompagnement au logiciel, à l'adoption de logiciels, notamment dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, c'est ça mes missions. Et en fait, on nous nomme consultants, mais souvent, alors il y a une partie où on est consultant, où on arrive, on a des savoirs, voilà, il faut faire telle démarche, telle démarche, telle démarche pour se connecter à tel service. Ok, ça on sait, on leur explique. Et après, il y a tout un aspect, et c'est là où je rebondis et je rejoins un peu ce que tu dis et comment vous approchez, c'est de dire, bah en fait, moi je vais avoir des savoirs, ok, mais il y a pas du temps, en fait, je ne vais pas être vraiment un rôle de consultant. Je vais vous indiquer comment vous pouvez faire dans le logiciel, enfin, ce que vous devez faire dans le logiciel, la finalité, c'est-à-dire, bah, vous devez remplir tel critère. Comment vous y allez, comment vous le faites et tout ça, il y a sûrement plein de chemins différents. Et moi, je ne suis pas du métier pour répondre. Donc, à force de parler avec des gens du métier, je connais quelques chemins, mais je ne peux pas vous dire, faut faire comme ça. Et ça, en fait, c'est une notion. Pourquoi je dis ça et pourquoi je prends mon cas, c'est parce que je me retrouve souvent dans le cas où les gens me disent « Ah, est-ce que vous n'avez pas la solution, vous n'avez pas le chemin ?» Et je me retrouve à dire « Bah, c'est pas moi de décider, en fait. » Et ça, c'est le rôle entre ce que tu pointais un peu, entre consultant et sachant, délivrant un savoir, et quelqu'un qui va aider à prendre une décision ou qui va contribuer à la position, comme tu disais, de la sage-femme. Et c'est très flou, en fait. C'est très, très flou. Donc j'ai envie, pour rendre tout ça un peu concret, et j'en arrive enfin à ma question, c'est comment vous accompagnez concrètement donc un dirigeant et ses équipes, parce que là, j'ai bien compris que l'accompagnement se faisait sur les deux parties, concrètement pour faire tous ces éléments-là. Dans la prise de décision, déjà, la première chose que je rappelle à chaque fois, c'est que souvent, quand on pense décision, on pense au moment où on tranche. En vérité, il y a 4 grandes phases. Il y a la phase de réflexion, enfin d'identification du problème, de réflexion autour de la décision qu'on va prendre. Cette deuxième phase, effectivement, de décision où on tranche. Et après, derrière, il y a encore 2 phases. Il y a la phase de communication, comment on communique cette décision, et la phase de mise en œuvre. Ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, pour chaque phase, qui on a envie d'impliquer, qui est en lead sur le sujet, qui est responsable, qui est
potentiellement l'autorité, l'autorité qui peut valider ou non la décision, qui sont les contributeurs, qui sont les experts sollicités, qui sont les impactés à questionner. Et pour chaque phase, on peut se demander aussi comment on veut opérer et quand. Est-ce que quand on prend une décision, il faut la communiquer tout de suite ou pas? Qu'est-ce qu'on communique? Voilà. Et donc, en fait, finalement, tu fais une espèce de racis poussé au maximum pour ta décision. Pour certaines décisions, ça peut aller super vite. Plus elles sont opérationnelles et plus ça peut aller vite. Plus elles sont stratégiques et plus il faut y réfléchir. Et cette question de qui est-ce que j'implique quand, dans quelle phase, ce qu'il faut savoir, c'est que plus tu impliques de monde, plus c'est lent, mais plus les gens y adhèrent. Okay. Et donc, c'est toujours trouver la juste balance. Plus tu impliques les gens en amont, donc plus tu vas prendre de temps avant de prendre cette décision, mais plus ta mise en œuvre derrière va être rapide. À l'inverse, tu as besoin de décider rapidement parce que tes investisseurs te demandent quelque chose, voilà. Tu prends ta décision rapidement, mais ça veut dire que la mise en œuvre derrière sera d'autant plus lente. Parce qu'il va falloir faire comprendre, adhérer, appréhender cette décision qui a été prise. Potentiellement, tu vas avoir peut-être plus de gens qui vont être un peu contre parce qu'ils n'auront pas été sollicités avant. Et donc, c'est toujours un jeu entre qui j'implique à quelle phase, où est-ce que je suis prêt à consacrer du temps, où est-ce que c'est plus stratégique d'impliquer les gens et de dépenser du temps. Et c'est... j'avais jamais conceptualisé ça comme ça. Les 2 premières phases, c'est des choses, alors que j'avais pas appelé comme ça, hein, je vais pas dire, mais les 2 phases, j'avais déjà parlé un peu avec un dirigeant de la phase de mise en application, mais j'avais jamais fait la relation avec le temps qu'on implique dans chacun. C'est vachement intéressant. Après tout ça, c'est de la théorie, mais, oui, bien sûr. Mais le plus souvent, bien c'est sûr. le cas. Et je pense aussi ce qui peut impacter ton choix de qui j'implique quand, à quel point je délègue cette décision ou à quel point je la garde à un niveau direction. Ça peut être aussi, par exemple, à quel point cette décision, c'est quelque chose sur lequel on peut revenir facilement ou pas. Enfin, voilà. Et donc, avec tous ces éléments-là, tu définis déjà le cadre déjà global de cette prise de décision. C'est qui, c'est comment et c'est quand. Un outil, c'est un outil intéressant pour prendre une décision, effectivement. Je réfléchis, ça me fait vachement réfléchir, j'adore. Et après, du coup, souvent, une fois que j'ai posé ce cadre-là, après, là, on fait le zoom vraiment sur l'étape 2, qui est comment on décide. Et là, très, très souvent, on se dit « Ah ben, on vote !» Mais en fait, il y a des milliers de façons de décider, en fait. Ouais. Oui. Et donc, c'est là où je les fais souvent explorer les différents modes de décision. Tu as le vote, et déjà rien qu'entre les votes, je crois que je me les étais notés, mais tu en as plein de différents. Je m'étais noté, tu vois, tu as la majorité simple ou relative, la majorité absolue, l'unanimité. Donc déjà, rien que dans les votes, tu as différentes façons de comptabiliser les voix. Après, tu as tout ce qui est les décisions autoritaires, donc les décisions qui vont être plutôt top-down. Bah voilà, de toute façon, on a des investisseurs, ça a été ça le deal, donc en fait, c'est comme ça, et cette décision, c'est ça, par exemple. Mais décisions autoritaires, elles peuvent aussi venir d'en bas, avec des élections sans candidat, par exemple. Qui veut être membre du CSE pour décider qui est membre? Eh ben, c'est des personnes qui votent pour quelqu'un qui va les représenter. Ça peut être un tirage au sort, comme pour des jurés pour un procès. Et ça, c'est des décisions autoritaires. Et donc, souvent, on a tendance à confondre le mot autoritaire par ça vient d'en haut, mais pas forcément. L'autorité peut venir du peuple. Et après, nous, on a 2 modes de sollicitation qu'on utilise beaucoup dans notre mode de gouvernance, on pourrait y revenir, mais qu'on appelle la sollicitation d'avis. Donc là, l'idée, c'est de se dire, la personne qui est en charge du sujet, c'est elle qui est en charge d'explorer le sujet, d'aller prendre les avis des experts, des impactés, de formuler une proposition, de la soumettre aux avis, d'où le nom de sollicitation d'avis, et de décider en pleine conscience des impacts que ça va avoir, de la décision in fine qu'il prend, quoi. Et donc, c'est un côté très, très responsabilisant qui est nécessaire dans les organisations comme la nôtre en autogouvernance. Mais on y reviendra, on pourra détailler ça. Et le dernier mode, c'est très similaire à la sollicitation d'avis, mais on appelle ça la gestion par consentement. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est pas juste toi qui décides dans ton âme et conscience, c'est que tu vérifies qu'il n'y a pas d'objection et donc que tout le monde consent, que personne n'est contre.
C'est vraiment l'opposé du consensus. Tout le monde est pour. Ok. Tu vois. Faut lever la main et dire je suis contre Exactement. pour se faire... Enfin, pour... Un peu comme un mariage. Est-ce que quelqu'un a une objection? Et en fait, si tu n'as pas de véritable objection, tu dis en fait, j'ai pas d'objection. Donc, vas-y, go, je vais pas te freiner dans ton élan. Si toi, t'es convaincu du truc, t'es probablement la meilleure personne pour le faire. Et donc, ça donne vachement de liberté aux personnes qui sont très proactives, tout en garantissant que s'il y a un danger, on peut avoir une objection, faire blocage et dire attention, ça met en danger l'organisation, etc. Alors qu'aujourd'hui, tu es plus experte que moi sur le sujet, tu as peut-être vu plus de monde que moi, mais aujourd'hui, dans les modes de décision dans les entreprises, on est beaucoup sur l'autoritaire descendant, avec un peu de consultation, des fois de gens à droite à gauche. Oui. C'est pas... Enfin, tu vois, quand tu me dis, quand on parle de mode de précision et que on fait comme une liste assez longue, on se dit, ah, c'est... Pourtant, aujourd'hui, dans la réalité, c'est pas ça. Ça dépend des sujets. Je pense que dans les sujets plus opérationnels, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vachement cadrer pour être en maîtrise de ce qui va être décidé. Et donc, ça va être cadré par des contraintes budgétaires, ça va être cadré par les objectifs qu'on aura fixés trimestriellement ou semestriellement. Dans d'autres organisations peut-être un peu plus modernes, ça va être cadré aussi par est-ce que ça vient servir notre raison d'être? Est-ce que c'est en adéquation avec nos valeurs? Pour ramener un peu plus de show, entre guillemets, dans cette prise de décision. Mais effectivement, plus les décisions sont stratégiques et vont engager et impacter l'ensemble de la boîte, et plus ces décisions vont être prises dans les hautes sphères, par la direction, par le CODIR. Et après, au sein du CODIR, moi j'ai l'impression quand même que je vois beaucoup de votes. Et qu'après, effectivement, une fois que ça a été voté en CODIR, là, pour le coup, c'est décision autoritaire vis-à-vis du reste de la boîte. Malgré tout, il y a quand même un peu de démocratie, entre guillemets, au sein de ce CODIR pour prendre les décisions. Mais effectivement, je trouve ça, d'ailleurs, pauvre parce que, en fait, c'est comme ça qu'on a été élevé. Enfin, c'est le vote, tout le monde connaît le système de vote parce que c'est comme ça qu'on élit nos présidents, etc. C'est plus répandu. Mais ça veut pas dire que c'est toujours le plus pertinent. Mais je ne vais pas dire qu'il y a la solution miracle, parce que je ne pense pas qu'il y en ait vraiment, tu le disais tout au début, mais c'est vrai que, et je pense qu'on en reparlera peut-être pour vous, même si c'est pas les mots que je vais employer s'appliquent peut-être pas à vous, mais c'est vrai qu'on voit aujourd'hui des entreprises avec, en fait, qui appartiennent à leurs salariés et qui, en fait, l'autorité vient un peu du bas et ça remonte vers le haut et ça marche aussi très bien. Donc, c'est là où on se dit, dans les modes de décision, effectivement, des entreprises, on voit beaucoup le même schéma, comme tu l'as décrit, mais il y a des exemples qui montrent que d'autres choses marchent et vous en êtes sûrement aussi un exemple parce que tu nous as laissé entrevoir un mode de fonctionnement un peu plus particulier qui m'intéresse beaucoup. Donc, aujourd'hui, toi et vous, en termes d'expérience, j'ai envie de dire, quel est le défaut que vous avez remarqué le plus sur un peu ces process de prise de décision au niveau de tous les clients que vous avez brossés et accompagnés? Est-ce que vous avez eu un défaut qui est quand même très récurrent ou même je ne vais pas dire un défaut, je vais peut-être même nuancer un peu mon truc, je veux dire un élément qui est bloquant? Je pense que dans 90% des cas, quand des décisions sont mal acceptées par les équipes, c'est qu'elles sont mal communiquées. Ok. En vrai, la clé, c'est la communication, le fait de l'appropriation par tout le monde. Les salariés, malgré tout, les équipes, ils attendent des dirigeants qu'ils dirigent. Ils attendent que ces personnes-là prennent les responsabilités, tranchent quand c'est des sujets un peu touchy. Ils vont jamais contester le fait que les dirigeants font leur job. Par contre, ce qu'ils vont contester, c'est en fait, t'as même pas pris en compte mon avis, ce que je peux ressentir. Tu me dis à partir de maintenant c'est comme ça, je sais même pas pourquoi. T'as même pas essayé de me vendre le truc. Ça a l'air d'être pas forcément en cohérence avec notre raison d'être, nos valeurs, etc. Je comprends pas. Et tu m'imposes ça et tu me demandes de changer.
En fait, la communication, c'est la clé. Et c'est pour ça que je te disais, quand tu impliques peu dans tes 2 premières phases, il faut passer d'autant plus de temps sur les 2 dernières phases. Et les 2 dernières phases, c'est communication, mise en œuvre. Et en fait, si tu n'embarques pas les gens sur comment on est arrivé à cette décision, quel était le problème de départ, comment on a cheminé et pourquoi on est arrivé là, et pourquoi, selon nous, c'est la bonne décision. Et peut-être qu'on se trompe, mais en tout cas, pourquoi, selon nous, c'est la décision qui nous paraissait la plus appropriée. Ce pourquoi-là, c'est quelque chose qui est trop peu souvent dit, mais pas par... Enfin, c'est pas fait exprès. Parfois, c'est parce que c'est trop évident pour eux. C'est tellement évident qu'ils pensent même pas à le dire, le pourquoi. Parfois, c'est parce que ils sont aussi contraints par des clauses de confidentialité, par exemple à cause des investisseurs, ou etc. Et du coup, de peur d'en dire trop. Enfin, du coup, ils disent rien. Parfois, c'est par manque de temps. Parfois, c'est par maladresse. Et c'est trop dommage. Parce qu'en fait, une personne, si tu lui expliques le pourquoi, même si elle n'est pas d'accord, au moins elle a la sensation d'avoir été considérée. Elle a la sensation que tu as fait un effort, que tu lui as expliqué, que tu as essayé de l'embarquer. Et en fait, ça change tout, je trouve. Ça me fait penser, alors je ne sais plus tout le contexte et je sais plus tout la source, donc prendre avec des pincettes ce que je dis, mais je crois que la raison quand on explique le pourquoi, ce que tu disais, il y a une étude qui a été démontrée que je crois que c'était une histoire de caisse, de fil pour payer dans des magasins. Et il faisait l'expérience de faire passer quelqu'un devant en donnant la raison ou ne donnant pas la raison. Et quand il donnait la raison, des fois, c'est des raisons totalement absurdes. Et je ne sais plus le ratio, mais vraiment de mémoire, il démontrait que quand on dit, par exemple, on demandait « Ah, moi, je peux passer devant vous ?» La plupart du temps, c'est non. Parce que la personne, bah non, pourquoi ? Et d'ailleurs, le pourquoi vient. Alors que quand on va dire « Est-ce que je peux passer devant vous parce que… » et qu'on donne une raison plus ou moins pertinente, il y a la raison pertinente, voilà, je suis handicapé, ou je suis pressé, ou bah, j'ai un chaton bleu, et bah, les gens sont quand même à même de plus accepter. Ouais. Même s'ils vont dire bon, allez, d'accord. Donc même si c'est pas toi le choix que tu aurais fait forcément, en tout cas tu comprends l'intérêt de l'autre, et rien que ça, du coup tu comprends pourquoi lui ça le motive, lui ça l'engage, et du coup tu es plus apte à le suivre, tu es plus apte à accepter ce qu'il te propose. Je trouve ça assez fou, et tu vois, quand tu me dis ça, ça me fait dire ah oui, puis j'ai connu des situations comme ça aussi, donc Et ça rejoint les notions de biais, enfin on pourra en reparler, mais ce biais d'ancrage, ce biais de... Il y a un biais où ta première impression elle laisse une trace irrévocable dans ta tête, et même si on apporte d'autres éléments derrière, c'est ça que tu gardes en tête. Donc voilà, et donc en fait ça vient nourrir aussi toutes ces choses-là, et donc en fait expliquer le pourquoi. Enfin, s'il vous plaît, si vous nous écoutez, expliquez pourquoi vous prenez vos décisions. Je pense que j'ai l'impression que c'est un peu un cheval de bataille que tu vas sûrement revenir dessus. C'est du temps bien investi. En fait, effectivement, ça veut dire que chaque décision que vous prenez avec votre comex, votre codir, vous vous dites ok, on a 3 décisions à communiquer aux équipes. Prendre le temps, prendre 20 minutes pour poser avec des mots précis, s'aligner pour que tout le monde ait le même discours, et dire voilà le pourquoi, et voilà en fait c'est 20 minutes tellement bien investies, parce que c'est tellement moins de problèmes derrière, tellement moins de gens qui traînent des pieds, qui comprennent pas pourquoi, et et en fait ils ont raison. Enfin, vous suivriez quelqu'un qui vous dit vas-y on va faire ça, et tu sais même pas pourquoi. En fait il faut essayer de se mettre à la place les uns des autres. Ouais. Et en fait, juste avec un pourquoi, mais c'est incroyable à quel point ça fait des miracles, et c'est du temps bien investi de préparer ça. Je voudrais basculer sur un mot que tu as dit plusieurs fois, effectivement, qui est les biais. Ouais. Les biais, moi j'en parle régulièrement sur les podcasts. C'est quelque chose que je trouve hyper intéressant. Donc pour ceux qui n'auraient jamais écouté mes podcasts ou qui ne sont pas familiers avec la notion de biais, c'est des éléments que, et bien sûr tu me corriges si je dis mal, parce que je ne suis pas non plus expert du sujet, mais c'est des choses qui nous influencent et qui vont qui influencent et qui vont influencer notre prise de décision. Donc tu disais par exemple
Tu parlais de biais de confirmation, je crois que c'est quelque chose comme ça que tu as évoqué. Il y a plein de biais. Et c'est un élément qui va influencer notre décision. Je ne sais pas comment le définir un peu mieux, là, j'ai pas les mots, mais comment vous le constatez un peu, justement, en tant que sparring partner, l'influence de ces biais? Comment vous les voyez? Est-ce que vous les voyez régulièrement? Est-ce que c'est des choses qu'il faut aller un peu creuser? Comment vous êtes confronté à ça? Chez nos clients, tu veux dire? Mmh. C'est compliqué. Ça, on le voit pas forcément directement parce que nous, on n'a pas forcément leur historique de boîte, etc. Donc, on peut pas toujours tous les détecter. Donc, ce qu'on peut faire, nous, déjà, c'est de faire de la pédagogie et dire il existe tel biais, tel biais, tel biais. Et les plus fréquents dans la prise de décision sont cela, cela, cela. Ce qu'on peut faire, nous, c'est pour les anticiper, les éviter. Par exemple, pour éviter le biais de... Justement, tu parles du biais de confirmation. C'est le fait que tu as des croyances. C'est un peu l'effet de l'horoscope, tu vois. Tu as des croyances, tu vas lire ton horoscope et tu vas voir des relations. Ah, mais oui, mais évidemment, il m'est arrivé ça. Et enfin, voilà, parce que ça vient confirmer ce que tu croyais. Et tu vas laisser de côté l'élément qui ne confirmait pas. Exactement. Et donc, pour pallier à ça, c'est là où, dans la démarche, on va dire, quand tu dois prendre une décision et quand tu es dans ta phase de réflexion, par exemple, va questionner les impactés, va questionner des experts, multiplie les prises d'avis de différentes sources, etc. En fait, c'est plus dans le process de décision qu'on va essayer d'amener des éléments qui vont permettre d'éviter ces biais, mais on les évitera jamais complètement. Et il faut accepter que de toute façon, on est biaisé par nature. Voilà. Et le fait que tu te dises, je pense que cette solution-là est mieux qu'une autre, dans tous les cas, tu seras toujours biaisé. Ça n'existe pas. On est des êtres humains. Oui. Mais c'est pour ça que du coup, encore plus, et je réinsiste du coup sur le point d'avant, si tu expliques et que tu donnes du sens et du pourquoi t'en es arrivé là, non seulement ça permet d'embarquer les gens, et potentiellement, toi, ça te fait réaliser des biais que tu avais. Dernière question un peu sur le sujet, puis après j'aimerais bien qu'on s'intéresse pour les quelques minutes qui va nous rester sur un peu comment vous en interne, parce que ça va m'intéresser, je pense, enfin ça va nous intéresser. Peut-être pour conclure un peu sur cet arc d'accompagnement, sans bien sûr spoiler ou dévoiler tout votre savoir en tant qu'entreprise, quels sont et que tu as peut-être déjà dit d'ailleurs, quels sont allez, 1, 2, 3, enfin le nombre de conseils que tu veux, 1 ou 2, que tu donnerais à toute personne qui souhaite qui souhaite prendre une décision et qui veut améliorer sa prise de décision? Et quand tu dis une personne, est-ce que c'est une personne, par exemple, seule ou dans un collectif? J'ai envie de te laisser l'embarras du choix. N'importe, ok, très bien. Je pense que mon premier conseil, ce serait effectivement de se dire que ce que je disais au tout départ, là, les 4 étapes, c'est dire qu'en fait, prendre une décision, c'est pas juste prendre une décision, c'est d'abord analyser, réfléchir, prendre cette décision, penser à comment je vais la communiquer s'il y a besoin et la mettre en œuvre. Et du coup, qu'est-ce qui est le plus pertinent comme personne clé à chacune de ces étapes, si je dois faire appel à d'autres personnes. Avoir conscience que j'ai des biais par défaut et que ça me fera pas plaisir quand on les soulignera, mais qu'en fait, ça me fera avancer. T'es biaisé souvent. Mais non, pas du tout. Si, tu es biaisé. Et ça, c'est pas grave et c'est normal. Mais du coup, d'accepter ça. Quel conseil je pourrais donner? Je pense que le conseil que je donne vachement à des équipes de direction, à un codir, à un comex, c'est de dire là, vous allez prendre une décision tous les 5, tous les 6 ensemble. Ne venez pas en tant que je suis le CTO, moi je suis le CMO, moi je suis le... En fait, vous êtes tous dans la même boîte. Donc, il n'y a pas de guerre de chapelle à ce moment-là. En fait, si vous prenez une décision, vous prenez la bonne décision pour la boîte, pas pour votre service. Parce qu'à la fin, s'il n'y a que votre service qui survit et tous les autres qui meurent, en fait, la boîte meurt. Et donc, en fait, c'est de se dire,
Quand je fais partie de cette équipe de Codir, Comex, c'est presque elle ma team number one, parce que c'est cette team-là qui joue pour l'intérêt collectif de la boîte. Et donc, c'est réussir à se détacher. Et c'est une forme de biais aussi, d'un attachement émotionnel, forcément, pour les gens que tu manages, forcément, parce que c'est ton expertise, tu as l'impression que sans elle, la boîte est cool, et c'est normal. C'est Pour ça, normal. ta sauvegarde. Exactement. Mais c'est de se dire, en fait, on est tous dans le même bateau. Et donc, comment je prends un pas de recul, et en fait, je pense d'abord boîte avant de penser aux intérêts de mon équipe. Et c'est hyper dur, hein, parce qu'on est formaté pour, quand on est à ces positions-là, pour être justement la coureur de transmission justement entre la direction et mon équipe. On est là pour les défendre, on est là. Mais on est aussi là pour l'intérêt de la boîte. Et en fait, si on n'est pas là pour l'intérêt de la boîte, ben en fait, toute la boîte coule, et donc, par défaut, mon équipe aussi. Ok. Et comment vous appliquez ces conseils en interne? Comment vous... Parce que... Alors, je pose la question un peu comme ça, mais je vais quand même anticiper parce que on en discutait tout au début du podcast. Vous êtes... Alors, je vais revenir. Et ça, je vais t'essayer de le décrire parce que tu feras bien mieux que moi. Moi, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais on parle depuis le début de Fly the Nest. Mais il y a d'autres structures qui sont associées, dont tu vas sûrement nous décrire. Si de ce que tu m'as dit, pour pas me tromper, je regarde mes notes. Fly the Nest, c'est 12 associés. En plus, qui ne sont pas, si j'en ai déduit, qui ne sont pas entrés au même moment. Ouais. On va dire l'environnement général, c'est 21 associés. Ouais. Ça fait du monde. Ça fait du monde. Comment on prend une décision à 21? Bon, tu nous as un peu dévoilé la chose, mais ouais, comment on fait pour prendre une décision? Oui, et je ne sais pas si on l'a reprécisé, mais donc Fly the Nest et ces entités sœurs dont je vais parler, on est en autogouvernance. Tu l'avais partagé, tu l'as dit dans une phrase, mais Okay. On n'est pas allé plus loin et je me suis retenu de... On peut appeler ça aussi organisation Opale. Frédéric Laloux qui propose ce nom-là. D'autres parlent d'holacratie, d'autres parlent d'organisation horizontale. On est plus ou moins à l'aise avec certains termes, il y a des petites différences d'un terme à un autre. Globalement, on parle de la même chose, décentraliser le pouvoir, responsabiliser les individus qui composent ces collectifs, donner plus de place au leadership naturel, à l'action, etc., etc. Comment on fait pour prendre une décision à 21 ? On fonctionne beaucoup en cercle. On a plusieurs types de cercles. Les cercles évidents et visibles de l'extérieur, c'est qu'on a 3 marques en vérité. Donc Fly the Nest qui accompagne plutôt des startups, Avolare qui accompagne des PME et des ETI, et Sillage, la 3e entité sœur, qui accompagne des associations ou des entreprises de l'ESS. Chacun de ces cercles a son équipe dédiée, allouée, et donc en fait déjà, ça permet d'être des collectifs un peu plus petits quand il s'agit de prendre des décisions pour une marque donnée. Mais après, au sein de chacune de ces marques, comment ça marche ? Là aussi, on a différents cercles. On fait tous le même métier. Donc, on fait tous un peu de commercial, on fait tous un peu d'accompagnement, on fait tous un peu de recrutement, on fait tous un peu de com. L'avantage, c'est qu'on connaît tous la réalité des uns des autres, puisqu'on fait tous la même chose. L'autre avantage, c'est que on a tous les mêmes droits, les mêmes devoirs, les mêmes responsabilités. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, on pourrait se dire, ok, du coup, on est tous au même niveau, donc c'est d'autant plus dur de prendre des décisions parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord. L'autogouvernance ne rime pas du tout avec le consensus. On ne veut pas que tout le monde soit pour. Je te parlais de sollicitation d'avis au début du podcast et de gestion par consentement. C'est vraiment les 2 modes de décision phares chez nous. Parfois, on fait aussi un peu d'élection sans candidat. Pourquoi ? Parce qu'on pense que des personnes qui sont capables de détecter un problème, de proposer une solution, d'aller solliciter les avis dans un modèle aussi responsabilisant que l'autogouvernance, c'est des personnes qui vont être responsables, qui vont penser à l'impact de ce qu'ils proposent, qui souvent n'ont pas un ego surdimensionné et font preuve de suffisamment d'humilité pour suivre les avis qui sont donnés.
qui sont garantes derrière elles-mêmes de la mise en œuvre et qui se portent garantes du coup du fait que ça se passe bien et qui sont prêtes à porter la responsabilité si ça se passe mal. Donc en vérité, même si on n'a pas toujours le consensus unanime de tout le monde, ah ouais, je suis super pour, on fait attention du coup à ne pas avoir d'objections fortes et de gens qui sont contre et qui disent attention, ça met en danger la marque. Mais en fait, souvent, ça marche très très bien comme ça. Le pouvoir est redonné finalement à ceux qui agissent du coup avec enthousiasme parce que du coup c'est leur idée, c'est l'idée qu'ils portent, qu'ils revendiquent et les autres qui suivent, qui enrichissent, qui disent ah en fait c'est hyper intéressant, tu viens de m'amener cet avis-là, ça challenge un peu ce que j'avais pensé, tu fais un ajustement, ta proposition elle est encore mieux. Finalement tu es dans une posture d'écoute encore plus active parce que les autres savent que tu fais ça pour le bien de leur gars. En fait on est tous dans le même bateau. Voilà, pardon, je me suis un peu garée, Non, mais c'est clair. c'est très clair et c'est surtout passionnant parce que c'est des mécanismes. Alors moi que j'avais déjà rencontré dans une autre boîte où ils étaient 9 associés, où ils fonctionnaient aussi un peu comme ça. Mais derrière, il y avait aussi des salariés, donc ils fonctionnaient comme ça au niveau de l'équipe de direction. Donc non, c'est vachement intéressant. Ça donne une autre image aussi. Et ça pose plein de questions, alors que je n'aborderai pas là, sur le podcast, parce qu'on va pas avoir le temps, et puis c'est pas vraiment le sujet, mais des schémas pyramidaux avec un décideur, et qui, bon, même si c'est pas toujours comme ça, on l'a évoqué, et des organisations plutôt plates, où effectivement, quand on a à cœur l'entreprise dans laquelle on est, on y participe et on est la majorité du temps bienveillant envers elle, et on veut que ça avance. Mais je rebondirais sur ce que tu avais dit à un moment. Ça, c'est des organisations qui, et alors tu me démentiras probablement, mais que moi, à mon niveau, je le vois sur des nombres assez limités de personnes. Est-ce que après, avec une entreprise, alors je vais forcer le trait forcément, mais une entreprise type Veolia qui a, je vais dire, 50 000 salariés dans le monde entier, est-ce que ce serait applicable? Je pense que ce serait intéressant de savoir. Comme ça, de premier abord, je dirais non, mais c'est peut-être un biais encore qui intervient. Donc voilà. Non, mais j'aime bien ça donne à réfléchir en fait sur les modes d'organisation, donc c'est intéressant. Et quand tu en parlais, j'avais pensé à ça également. C'est un élément. Alors ça, je sais pas si c'est réel. Je vais loin. Là, je vais loin. C'est dans un film qui s'appelle World War Z avec Brad Pitt. Ouais, c'est vrai. Et je sais pas si tu te rappelles, tu le connais? Ouais, je te vois. À un moment, bon, il y a une invasion de zombies, ok, et à un moment, Brad Pitt, il va, je crois, à Jérusalem, où eux sont protégés, ils ont anticipé. Et c'est là où moi j'associe cette idée, un peu ce que tu disais, de quelqu'un qui va chercher les avis. C'est que, en fait, eux, leur mode de fonctionnement, alors, je sais pas si c'est la réalité comme ça, mais leur service secret, c'était, ils disaient, quand tout le monde est d'accord, on désigne forcément quelqu'un qui n'est pas d'accord, pour qu'il soit d'accord, qu'il aille chercher des arguments contre. Chercher le désaccord. Et tu vois, moi, je trouve que, alors, vous faites pas ça, je dis pas que vous faites ça, mais ça tend vers ces éléments, ces extrémités qui, en fait, pour moi, ça fait un cercle vicieux. Je sais pas si je suis clair sur l'idée que je veux proposer. Je trouve ça vachement intéressant sur la prise de décision, en fait. Ce que tu veux dire, c'est que du coup, même quand on semble d'accord, on va encore chercher la contradiction pour être sûr qu'on a pris la bonne décision. Ouais. Et avoir trop d'esprit critique tue la bonne décision, c'est ça que tu veux dire? Ouais, alors faut toujours avoir une limite, mais c'est assez intéressant en fait. Pourquoi je parle de ce mécanisme de réflexion? Parce que moi, quand j'entends ce que tu es en train de me décrire, ça me fait dire, ok, alors vous ne désignez peut-être pas quelqu'un qui va être en désaccord, mais quand c'est, comment t'appelais la personne qui va porter l'avis, Le porteur de la décision. Le porteur de la décision, en fait, il va soumettre la décision, enfin, il va soumettre des avis à un avis éclairé, et les autres peuvent dire oui ou enfin, on est d'accord, on n'est pas d'accord, ou alors j'ai pas d'objection. Et quand j'ai une objection, il va falloir sûrement la motiver. Et c'est là où il y a sûrement un argumentaire qui doit se mettre en place. Enfin, voilà, on ne fait pas juste comme ça. Et je trouve cette balance très intéressante dans la décision d'une organisation.
Je trouve ça très sain, en fait. Mhm. Peut-être pas applicable à tout le monde, mais très sain. Ouais, et effectivement, le porteur de la décision, qui a fait la proposition initiale, peut choisir de faire un amendement. Et ce qui est intéressant dans la gestion par consentement, j'en ai pas parlé, je suis pas allée dans le détail, mais tu as des tours d'objection, mais tu as aussi des tours de ressenti. Comment je me sens. C'est rare hein, de faire appel à l'émotionnel dans la décision, mais c'est aussi comment je me sens avec cette décision. Et tu as aussi des phases de... Enfin, tu as différentes phases. Tu as une phase de questionnement pour bien comprendre, être sûr que tu as bien compris la proposition. Tu as une phase de ressenti où tu dis, bon, mais si on prend cette décision, je me sens comme ça. Et en dernier, tu as la phase d'objection. Parce que la personne, du coup, elle peut faire des amendements sur cette proposition. L'idée, c'est que la différence entre la sollicitation d'avis et la gestion par consentement, c'est qu'à la fin, celui qui fait une sollicitation d'avis peut dire « Merci, j'ai bien pris vos avis, etc. Néanmoins, je sens qu'il faut quand même plutôt aller vers ça. Et c'est moi qui suis en lead sur le sujet. Souvent, c'est les personnes les plus expertes de ces sujets, ou en tout cas les plus motivées sur ces sujets qui y vont. Et il peut aller à l'encontre des avis des autres. Il est obligé d'aller les chercher et d'en tenir compte, entre guillemets. Enfin, obligé, c'est un peu son devoir, tu vois, de faire le tour des popotes, et voilà. Mais il prend cette décision en son âme et conscience. Versus dans une gestion par consentement, on pourrait dire que tant qu'il y a blocus et qu'il y a une forte objection parce que ça met en question ci ou ça, la décision peut être bloquée. Alors après, il me semble que dans le système d'holacratie, une objection en plus, on va être vachement plus pointilleux sur ce qui est une réelle objection ou non, et dire est-ce que ça met en danger, je sais pas, la raison d'être que vous servez, ou etc., avec des critères un peu plus précis, pour éviter les objections de principe, et pour être sûr que c'est vraiment des objections qui vont mettre en danger des éléments fondamentaux de l'entreprise, par exemple. Et est-ce que quand vous faites ce que j'appelle le sourcing d'avis, une question très pratico-pratique, parce que j'ai vu ça dans une entreprise qui faisait des levées de fonds, qui faisait de l'investissement plutôt. Est-ce que vous le faites je mets des guillemets, en secret, c'est-à-dire que vous donnez votre avis puis vous le révélez, ou alors vous faites un tour de table, ou concrètement, comment ça se passe? Alors, chez nous, il n'y a rien de secret. Tout est très ouvert. Je sais que tout le monde n'est pas à l'aise avec ça, mais chez nous, tout est très ouvert. Il y a 2 façons de solliciter les avis. Si c'est par écrit, en fait, on a un espace dans notre Notion où il y a toutes nos sollicitations d'avis. Et donc, la personne va dire, énumérer le problème principal, la proposition qu'il ou elle fait. Et en fait, derrière, chacun va réagir et donner son avis. Et tout est visible, lisible par tout le monde. Et la personne fait un amendement ou pas et décide et communique sa décision. Et tout est écrit, retranscrit quelque part et accessible à tout le monde. On peut avoir exactement le même processus à l'oral si on le souhaite. Dans notre organisation, c'est possible. On est tous associés, on se fait tous énormément confiance. Il y a des leaderships qui naissent aussi naturellement en fonction des expertises que les uns et les autres ont développées, etc., là où on est meilleur, etc. Et on va pas se mentir, en fait, l'avis d'une personne qui est peut-être plus experte sur le sujet va peut-être être plus suivi, alors que s'il était anonyme, tu le suis peut-être moins, tu lui donnes moins de poids. Je pense qu'en fait, tout ça, ça fait partie de la prise d'avis. Mais je peux comprendre que chez certains de nos clients, ils ne soient pas à l'aise à dire qui a dit quoi et à vouloir amener de l'anonymat, mais plus par excès de prudence, que je trouve dommage, mais que je comprends. J'avais vu ce mécanisme, c'est pour ça que je t'en parle, parce que ça résonne avec j'avais échangé sur le podcast avec quelqu'un qui faisait de l'investissement. Donc, et en fait, quand leur mécanisme, je pense qu'il est assez classique, mais c'est en fait, il y a 2 personnes qui étudient un cas, qui vont venir le défendre en un comité. Et en fait, le comité, quand il vote, et pour pas avoir justement ces biais, vote secrètement, dans le sens où c'est anonymisé le temps du vote. Après, ils font une comptabilisation des votes, et après, ça peut être public qui a voté quoi, mais justement pour éviter cette influence de la personne plus expérimentée a dit ça, donc moi je suis petit junior, j'ai pas d'avis, j'avais un avis contraire, mais je vais plutôt suivre le senior. Voilà. Après, je peux comprendre les 2 aspects. Je pense que les 2 aspects ont des avantages et des inconvénients, mais ouais, c'est pour ça. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que quand tu identifies les personnes dont tu souhaites prendre l'avis,
tu vas effectivement avoir des experts qui sont peut-être un peu plus seniors, voilà. Tu vas prendre aussi l'avis des impactés. Et donc là, tu peux avoir même des personnes en fait qui n'y connaissent rien au sujet entre guillemets, mais qui vont être impactées par cette décision-là. Et c'est normal qu'ils y voient au chapitre aussi. Oui. Voilà. Ok, c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant. Je vais un peu finir ce podcast avec, et j'essaye de, comme tu l'as compris, comme je te le disais, un peu avec une dernière question. Que devient René? Que devient René? Donc, pour replacer, donc j'ai participé à un Startup Weekend il y a 1 an et demi. Et mon pitch de départ, c'était comment on aide les gens à développer davantage leur esprit critique. Au cours d'un Startup Weekend, on fait 10 000 pivots. Et à la fin, j'en étais arrivée à une solution de fact-checking, donc pour vérifier que des faits sont effectivement vrais ou pas. Et donc, j'avais développé cette application René, qui est basée sur de l'IA générative et qui permettait, un peu comme Shazam, quelqu'un dit quelque chose, tu Shazam et ça te dit attention, indice de confiance 50%, telle source, sa source me dit que en fait c'est plutôt ci, telle source, sa source me dit que plutôt ça. L'IA générative, c'est quelque chose qui va très 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 vite. Je ne suis moi-même pas experte et je n'avais pas de texte suffisamment expert pour suivre ça. Néanmoins, cette idée continue de jamais dans ma tête. Et plus que le fact-checking, moi, ce qui m'intéressait, c'était cette notion de développer l'esprit critique. Donc, René est un peu en pause. Néanmoins, René est toujours là quelque part dans ma tête. Et du coup, tu as dû suivre, mais depuis René, j'ai co-créé avec tout un groupe de jeunes entrepreneurs nantais un événement qui s'appelle Shift, qui est du coup un hackathon qui tourne autour de l'IA générative, justement pour voir plus de René naître. Enfin voilà, moi, cette envie que de voir l'IA générative être utilisée pour des choses utiles et qui aident vraiment la société, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et donc, on fait ça chaque année, en plus des Startup Weekend dont j'ai repris aussi l'organisation. Très actif, comme tu disais au début. Très actif. Maintenant, parce que je t'en parle pas du tout pour, bien sûr, pas du tout pour te mettre à défaut, mais c'est que en fait, en remontant un peu ton fil LinkedIn, je suis tombé sur ça, je me suis dit, ah, j'adore l'idée. J'adore l'idée, j'aimerais bien l'avoir aujourd'hui. Bon. Alors, ça existe. Du coup, entre-temps, il y a du coup le concurrent de René, on peut dire, qui est sorti, qui s'appelle Vera. Vera, donc tu peux téléphoner à Vera ou lui envoyer un WhatsApp, je crois, en lui demandant est-ce que c'est vrai que blablabla. Et donc Vera te répond. Voilà, encore une fois, René, ce qui était compliqué, c'était de trouver un business model. Oui, bah. Est-ce que moi, mon envie initiale, c'était que tout un chacun puisse avoir René chez lui et qu'en fait, tu regardes la télé, il y a un débat télévisé et en fait, tu as René à côté qui te dit en direct live oh, il est en train de te bullshiter là, ce politique. Voilà, et apprendre à prendre du recul, voilà. Mais en fait, le business model était hyper compliqué, ou alors t'es obligé de foutre de la pub à balle. Enfin, ça va pas trop dans mes valeurs et ma façon de voir les choses. Et après, l'autre questionnement, je me disais, est-ce que en fait, j'en fais pas un outil plutôt pour des journalistes, pour les aider à vérifier plus rapidement leurs sources, voilà. Mais en fait, voilà, départ en Allemagne, ce genre de choses, ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. Peut-être un jour. Peut-être un jour. L'idée n'est encore une fois pas morte et beaucoup de gens m'en parlent et je l'ai toujours quelque part dans un coin de ma tête et dans un coin de mon cœur et on verra bien ce que ça donnera. Je vais conclure un peu ce podcast. Est-ce que tu as, par deux dernières interrogations très brèves, je te rassure, est-ce que tu aurais un dernier conseil, mot à dire aux gens qui nous écoutent sur tous les sujets qu'on a abordés, parce qu'on a abordé beaucoup de sujets très intéressants. Dernière chose à évoquer qui te tiendrait peut-être à cœur. Ce qui est intéressant, c'est que dernièrement, les personnes qui sont venues nous voir pour se faire accompagner, c'était clairement pas des newbies en entrepreneuriat. À l'inverse, c'est des personnes, c'était des entrepreneurs récidivistes qui ont déjà de la bouteille et qui nous disent en fait, je trouve ça hyper intéressant justement à l'âge que j'ai, justement de me faire un peu challenger sur la façon dont j'ai toujours fait. Je trouve ça hyper humble
Je suis assez admirative de ce genre de profil. Il faut oser, hein, parce que c'est dur. Ouais. Et qui disent justement, j'ai eu beaucoup de consultants dans ma vie. Aujourd'hui, je cherche une posture un peu différente. Donc le premier message, c'est en fait, il n'y a pas d'âge pour apprendre et pour décider de changer sa façon de faire. Est-ce que j'ai un autre conseil? Tu en as déjà donné beaucoup, hein. C'est vrai que là, d'habitude, je finis par mes échanges par est-ce que tu as un conseil sur la prise de décision, mais je te l'ai déjà posé, donc je ne me permettrai pas de te la reposer. Donc, mais il y a déjà eu pas mal de choses. Je pense que déjà, même moi, le temps de reprendre tout ça et d'assimiler les choses, il y a eu beaucoup de choses. Ouais. Dernière question, si on veut te contacter ou contacter Fly the Nest ou les autres structures en fonction des entreprises qu'on a, comment on fait? Alors, on est tous sur LinkedIn, donc vous pouvez tous nous trouver via les pages de Fly the Nest, Avolare ou Sillage. On a un site internet également. Dernier élément de notre écosystème Fly the Nest, Avolare, Sillage, on a aussi un fonds de dotation qui s'appelle le fonds de dotation Fly, dont l'objectif est de réunir des moyens financiers et des ressources pour accompagner des personnes éloignées de l'emploi à y revenir. Et donc, en fait, nous, chaque année, on fait remonter sous forme de dividendes de l'argent à ce fonds de dotation qui va sélectionner des projets et financer, du coup, des projets portés par des associations qui aident des personnes éloignées de l'emploi à se réinsérer. Et donc, ça peut être des personnes en situation de handicap, ça peut être des jeunes dans des zones défavorisées, ça peut être des personnes qui sortent de prison et qui ont envie de se réinsérer, ça peut être des personnes qui ont vécu des traumas ou qui ont fait des burn-out, ça peut être, enfin voilà, qui sont victimes de maladies psychologiques, etc. Donc là, on a déjà accompagné pas mal d'associations. Chaque année, on en choisit 2-3 qu'on soutient financièrement et qu'on va aider aussi. On fait un petit peu de bénévolat pour les aider. Et ça, c'est un truc qui nous tient énormément à cœur. Ce fonds de dotation, ça a été un double effet qui se coule. On avait une volonté que un jour, nos différentes structures n'appartiennent plus à des personnes, mais appartiennent à notre raison d'être. Et donc, on a tous les associés de Fly the Nest, Sillage et Avolare ont donné leur part à ce fonds de dotation. Ok. Pour qu'en fait, notre raison d'être soit au cœur de tout ce qu'on fait et que le capital ne soit plus détenu par des gens, mais par cette raison d'être qui nous tenait à cœur. Sacrée structure juridique. Et un très bel engagement, parce que ça, c'est mon côté droit qui revient au galop, qui imagine un peu la structuration juridique, mais c'est un très beau projet. Ouais. Félicitations, j'ai envie de dire. Je ne sais pas trop quoi. Là, tu vois, tu me coinces. D'habitude, je sais un peu comment finir les podcasts, mais là, c'est un top, c'est un très beau projet en tout cas. Merci. Et Clorence, je pense qu'on va finir sur ça. En tout cas, merci de ton partage, de ton temps et de tous les éléments que tu nous as partagés. Beaucoup de choses dans ce podcast. Et puis, j'ai plus qu'envie de te dire à très vite. Peut-être pour un autre épisode de podcast, pour plonger encore plus dans les prises de décision. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Waouh, un épisode bien riche, comme d'habitude. Tellement riche que je vous propose de faire un petit débrief pour retirer les quelques éléments que moi j'ai retenus et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Allez, le petit débrief. Et pour une fois, je vais être bien incapable de vous donner un élément que j'ai retenu dans cette conversation avec Florence. Pourquoi ? En fait, je sais pas choisir. J'arrive pas à choisir. L'échange avec Florence était particulièrement riche, avec plein d'infos partout. Elle a été super généreuse dans comment ils font, comment ils approchent la chose, comment ils accompagnent, les tips qu'ils peuvent donner, les choses comme ça. Et en fait, je peux pas choisir. Je peux pas choisir parce que y a trop de choses. Donc voilà. Je vais pas vous embêter plus longtemps.
moi je vais vous réinviter à écouter le podcast, tout simplement. Si écoutez une fois, 2 fois, 3 fois le podcast, à chaque fois je pense que moi je vais réécouter et c'est juste dingue. Pourtant je l'ai eu, j'ai eu Florence en face de moi et c'est juste dingue. Donc voilà, mon conseil, réécoutez-le si ça vous dit, si vous n'avez pas tout retenu. En tout cas, on se retrouve très vite. Voilà, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié cet épisode du podcast. Et dernière petite chose avant de vous laisser partir. Je souhaitais savoir s'il vous était possible de me mettre 5 étoiles sur iTunes ou de liker le podcast. Voilà, ça aide toujours, ça fait du bien. N'hésitez pas à le partager d'ailleurs sur tous les réseaux sociaux que vous avez. Ça peut être utile à tout le monde. Et puis sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Salut, ciao.